Comment ça, j'ai déjà fait une vidéo sur Pocahontas? Ouais, bah et alors? Il est trop bien, il y a plein de trucs à analyser, je vais pas me gêner. Sincèrement, le moindre plan, les moindres symboliques, il y en a partout, tout peut être analysé. Donc je vais pas me gêner, je vais pas me limiter à la mort de Coquom. D'ailleurs, la mort de Coquom, c'est juste une scène. Mais il y a un thème qui revient partout dans le film, c'est la dualité entre les deux peuples. Parce que le film, le propos du film, c'est la différence culturelle entre les Anglais qui viennent de l'ancien monde et les Amérindiens du nouveau monde. Il y a une énorme dualité entre les deux peuples absolument partout, mais on les retrouve à deux moments phares qui bizarrement sont tous les deux des moments en chanson. Et on va commencer avec le début. Donc, dès le début du film, on a deux chansons, l'une à la suite de l'autre, qui servent d'exposition à chacun des deux peuples. Donc ça permet directement de mettre en évidence leurs différences. D'ailleurs, ça se remarque avec le choix des instruments pour la musique. Pour les Anglais, la chanson, on a droit aux trompettes en mode royal, alors que pour les Amérindiens, on a du tam-tam. Et d'ailleurs, la chanson des Indiens, ça s'appelle Au son calme du tam-tam. Donc voilà, c'est plutôt cohérent. Donc même si on voit déjà des marquages de différences culturelles, il y a un premier élément hyper important qui relie les deux peuples entre eux. La mer. Ah bah oui, la mer, l'eau, la flotte. C'est dans le premier, on a un bateau qui part. Dans l'autre, c'est des pirogues qui reviennent. Il y a un lien entre les deux. Ils sont reliés entre eux par la mer. D'ailleurs, c'est par la mer que les Anglais vont arriver chez les Indiens. J'ai l'air de dire des généralités comme ça, mais c'est important. C'est la mer qui les relie. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on peut voir des ressemblances dans les comportements avec l'amour pour les proches. D'un côté, les Anglais qui disent au revoir, et de l'autre, les Indiens qui disent pas bonjour, mais voilà, qui sont dans les retrouvailles. Les réactions sont les mêmes. Et d'ailleurs, on peut ajouter que c'est aussi pour ça que Pocahontas, elle adore la flotte. Hein. D'ailleurs, la première fois qu'on la voit, elle plonge dans l'eau. Pourquoi elle aime l'eau? Bah, l'eau, c'est le symbole de nouveauté, c'est le symbole de plein de choses. C'est le symbole de l'ouverture de Pocahontas, l'ouverture culturelle, mais aussi de tout, quoi, de tous les horizons. Pocahontas, elle veut voyager dans tout le monde, et ce qui relie tous les endroits du monde, c'est l'eau. Bref, même si ça montre des différences de base, ça montre aussi beaucoup de similitudes dans l'état d'esprit. Mais dans une dynamique nettement moins joyeuse, il y a un premier détail qui va arriver avec l'arrivée de John Smith. Le tout premier plan où il apparaît, il est de dos. Du coup, ça met en valeur ce qu'il porte sur le dos. Et il porte quoi? Oh bah tiens, un fusil et une épée. Pour une toute première impression, ça fait pas très pacifique, hein. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il monte à bord? Sur un canon. Ça, c'est un détail très rapide, mais très révélateur. Ils emportent des canons. Ils emportent des armes. Ils sont en route pour la guerre. Alors oui, ils sont en train de dire ouais, on est en route pour chercher de l'or. Ils sont en route pour tuer des gens. Ils sont en route pour tuer des gens, je suis désolé. Vous allez me dire oui, les canons, c'est en mer si jamais. Ils sont en route pour tuer des gens. Ils sont en route pour la guerre, même si c'est implicite. Il y a juste, allez, le fusil, l'épée, derrière John Smith, le petit canon qui passe comme ça en une seconde. Des petits indices qui montrent que, ah, il y a la guerre, donc il y aura potentiellement une opposition guerrière. C'est très léger, mais ça reste là en fait. Inconsciemment, ça reste là. On se dit, ça sent pas bon. Et vous pensez que ça vient que des Européens et que la tribu de Pocahontas est inoffensive? Mais que nenni! Les gars qui reviennent en pirogue, ils étaient pas à la pêche, ils étaient à la guerre eux aussi. D'ailleurs, le chef le dit clairement après. Les Massaomecs ont été écrasés avec l'aide de mes valeureux frères. C'est horrible, hein, mais ça fait une sorte de point commun malsain entre les deux peuples. Les deux connaissent l'art de la guerre, en fait. Les deux sont liés par ça. Voilà. Il y a l'amour des proches, mais il y a la connaissance de la guerre. C'est intéressant parce qu'on n'aurait peut-être pas pensé ça au début. Parce que même si les Anglais, bon, c'est les Anglais qui attaquent, entre guillemets, et les Indiens, ils sont sur la défensive dans le film. Mais c'est pas non plus des victimes. Voilà, les deux connaissent la guerre. La guerre, c'est pas les Anglais qui la portent. Bon, même s'il y a les canons, tout ça, ils l'enseignent pas. Les Indiens connaissent la guerre. Les deux sont à l'égalité là-dessus. C'est chouette. Yes, ça présage beaucoup de bonnes choses pour la suite. Bon, ça c'était la première partie de l'opposition, c'était au début, c'était l'exposition. On voit voilà les premières différences, voilà où c'est coupure nette. Mais là où il y a une autre opposition et beaucoup plus violente, c'est beaucoup plus loin dans le film, vers la fin, à la fin, avec la célèbre chanson Des Sauvages. Et cette chanson, son but, c'est de marquer officiellement le début de la guerre, mais plus la guerre, non, 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 la guerre ouverte entre les deux peuples. Donc très important niveau opposition, évidemment. Et cette chanson, comment dire, elle constitue à elle seule un bon argument en faveur du fait que
Disney, c'est pas que pour les enfants. Sincèrement, les paroles, si on y prête attention, mais c'est tellement choquant, c'est vraiment de la haine raciale, mais c'est pas implicite, hein, c'est pas, ça aurait pu être, non, 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 ah non, mais là, on y va franco, n'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, pour que vous vous rendiez bien compte du délire, je vous présente mon top 5 des pires paroles dans cette chanson. Puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Nous laisserons leur cadavre pour. Il faut tuer ces bêtes, une balle dans la tête. Qu'ils aillent tous en enfer. Détruisons cette race, qu'il n'en reste aucune trace. Voilà. Et après, on ose dire que Disney, c'est pour les enfants. Alors, étonnamment, on voit qu'il y a des gestes similaires des deux côtés, où chacun prépare ses armes et son aspect pour le combat à venir. Ils font la même chose malgré leurs différences. Comme quoi, c'est horrible, mais leur plus grande ressemblance à ce moment-là, c'est la guerre. Pourtant, on note que l'opposition apparaît quand même. Dans les couleurs, déjà, rouge pour les Anglais et bleu pour les Indiens. Mais dans chaque camp, les éclairages sont dus à des flammes, avec les feux, tout ça. Et le feu, c'est un symbole de la guerre. Donc la guerre est vraiment présente dans les deux plans. Et d'ailleurs, c'est toujours hyper bien construit parce que chaque clan est tourné vers un côté précis. Et ça donne l'impression qu'ils peuvent vraiment se voir, qu'ils sont face à face et qu'ils se parlent vraiment. C'est effrayant. Et il y a même des plans similaires au niveau des tambours, par exemple, pour montrer qu'ils sont vraiment, ironiquement, sur la même longueur d'onde, quoi. Faut savoir que la chanson des sauvages, elle est divisée en deux parties. Là, on a vu la première. Et là, on a vu la deuxième qui intervient un petit peu plus tard. Et on peut dire que c'est de pire en pire, ouais, je pense qu'on peut le dire. Déjà, ça commence avec un plan qui avance par saccades pour bien coller avec le rythme de tambour militaire de la musique. Et regardez bien ce plan. La caméra suit le mouvement de l'épée que dégaine Radcliffe. C'est pas Radcliffe le sujet du plan, c'est l'arme. Par extension, ça veut dire que la guerre en elle-même, c'est devenu le sujet. C'est la guerre qui possède les hommes, pas l'inverse. Les deux peuples ne se maîtrisent plus. Ils sont littéralement possédés par la haine collective. C'est la guerre en elle-même qui est le sujet. Là, les hommes, c'est juste des petits jouets dedans. Yes. Ah, puis aussi, l'action se passe au lever du soleil, parce que tant qu'à faire, autant faire un ciel totalement rouge. Et si vous avez vu ma vidéo sur la mort de Kocoum, vous savez qu'un décor entièrement rouge, le rouge c'est une couleur qui symbolise la haine, la guerre et la montée des passions et des pulsions. Bon, déjà, on retrouve ce qu'on a eu dans la première partie de la chanson. Donc il y a les plans d'opposition où chaque clan va vers un côté différent. Donc on a encore l'impression qu'ils peuvent se voir. Et pareil, on retrouve des plans similaires à plusieurs moments pour montrer qu'ils sont quand même sur la même longueur d'onde au niveau de la guerre. On note quand même un changement au niveau de la chanson dans cette deuxième partie. Dans la première, chaque couplet était chanté par un peuple, mais l'un après l'autre. Un coup les Indiens, un coup les Anglais. Là, majoritairement, les deux chantent en même temps. Les deux chantent les mêmes paroles. Et encore une fois, c'est assez ironique, mais leur similitude, elle est dans la haine de l'autre. Ils sont rassemblés dans la haine. C'est un point commun, voilà, on cherche ce qu'on peut. Là, regardez bien ces trois plans. On a les Indiens qui crient démon, les Anglais qui crient Satan, jusque-là normal, encore deux plans parallèles, et puis troisième plan, Radcliffe tout seul, qui dit qu'il crève. C'est ultra fort. Radcliffe est isolé des deux clans sur ce plan-là. Il n'est pas présent dans le plan des Anglais, et d'ailleurs, il est le seul à dire qu'il crève, si on écoute bien. Ça montre que sa haine de l'autre dépasse la guerre. Là où les hommes sont possédés par la haine collective qui émane de partout, là Radcliffe, et on le comprend avec ce plan, c'est un moteur de la haine. Ça se voit d'autant plus qu'il a les yeux rouges, pour bien montrer que sa folie meurtrière est maximale. Je parle un peu de ce plan hyper badass ensuite, où les deux clans sont réunis en un même plan. C'est la première fois qu'on aura ça. Et les Anglais donc de face, et les Indiens de profil, donc encore une fois ça les oppose. C'est vraiment le plan, je crois, à la fois le plus beau et le plus effrayant du passage. Et Pocahontas, vous allez me dire, elle est où? Ah bah elle arrive elle arrive au galop, elle arrive pour sauver la situation. Et d'ailleurs elle est isolée parce que, bon déjà elle n'est pas physiquement avec les autres, mais aussi elle est pas moralement avec eux. Là on voit, à chaque fois on voit tous les Indiens dans un plan et tous les Anglais, à l'exception de Radcliffe, dans un plan, parce que c'est des masses. Elle est en dehors des masses depuis le début. Elle, c'est une libre penseuse, Pocahontas. C'est d'autant plus pour ça qu'elle est isolée. Sauf une fois où elle est en transparence, mais bon, on va dire que ça compte pas. Bon, à la fin, le crescendo guerrier s'arrête de façon hyper nette avec l'intervention de Pocahontas. Et vraiment, tout se stoppe d'un coup très très violemment. Et c'est après ça qu'il y a un lent retour à la raison qui va s'opérer. Enfin. D'ailleurs, j'ajouterai un petit mot sur les paroles de Pocahontas, sur cette phrase-là. Montagne, donne-moi l'espoir. Alors oui, je sais qu'elle dit montagne,
Mais moi j'entends Montaigne. Je sais pas si je... Montagne, donne-moi l'espoir. Bon, Montaigne c'est bien, hein. Voilà donc ce qu'on peut résumer de cette dualité présente dans Pocahontas, c'est que malgré les différences culturelles énormes des deux peuples, ils se rejoignent sur énormément de, de morale, d'état d'esprit, notamment l'amour des proches et aussi l'art de la guerre, la haine de l'autre en fait. Ils se rejoignent sur leur amour et leur haine. Et bon, je vais pas faire mon philosophe de comptoir, remarque, Pocahontas elle évoque Montaigne, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce que l'amour pour ses proches et la haine de l'autre, ce serait pas les caractéristiques principales de l'être humain? Où est-ce que je veux dire? Bon, je suis pas en train de dire que les deux sont pourris et qu'il y en a pas un pour le rattraper l'autre. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ils sont en mode ouais, des sauvages, ouais, c'est des animaux. Ça, finalement, ça nous rappelle que les deux sont des hommes. Les deux peuples sont des êtres humains, avec le pire et le meilleur. Je pense que cette fois j'ai fait le tour de Pocahontas, mais c'était pour vous montrer que déjà Disney, encore une fois, c'est pas que pour les enfants. Je suis désolé, des sauvages, on va pas me faire croire que c'est écrit pour des enfants. Je suis désolé. Et aussi pour vous montrer que le cinéma d'animation, oui, je suis encore là-dessus, mais Michel Oslo, Disney, voilà, c'est des bons trucs. Pour montrer que le cinéma d'animation, c'est du cinéma. Et comme tous les cinémas, bah ça, les plans sont réfléchis, les symboliques sont travaillées, les enjeux sont importants. C'est pas fait juste en bas les couilles, non, non. Vous regardez un film, les plans sont étudiés, les plans sont travaillés, ils veulent dire quelque chose. Si vous faites du cinéma, si vous vous y connaissez là-dessus, vous savez. Les films d'animation, c'est pareil. Alors, il y a peut-être moins de travelling incroyable, mais c'est quand même réfléchi avec les couleurs, avec les plans, avec la façon dont tout est réfléchi. C'est pour ça que il faut pas le sous-estimer. C'est débile de sous-estimer. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, j'ai fini, je pense, de parler de Pocahontas. Mais non, je n'ai pas fini de parler du cinéma d'animation.